6 janvier 1945, Auschwitz-Birkenau. Le bloc des malades est une usine à cadavres. À l'intérieur, l'air stagne. Une odeur épaisse de chlorure de chaux sature les poumons, mais elle ne cache pas le reste. L'excrétion de la dysenterie, la chair qui pourrit sur des êtres vivants. Edith Frank gît sur une planche de bois. Elle a 44 ans. Son corps n'est plus qu'une architecture d'os. Sa peau, parcheminée et couverte de plaies, ne protège plus rien. Elle pèse 31 kilos. C'est le poids moyen d'un enfant de 10 ans, pas celui d'une femme adulte. La faim n'est plus une sensation, c'est une érosion mécanique. L'organisme, privé de tout, consomme ses propres muscles pour maintenir le cœur en mouvement. Ces filles ont disparu depuis 8 semaines. Elle ignore leur sort. Elle ignore si elles respirent encore. Son mari, Otto, survit quelque part dans le camp des hommes, derrière des fils barbelés électrifiés. Ils ne se reverront jamais. Les troupes soviétiques approchent, le front craque. La libération interviendra dans 3 semaines, 21 jours. Pour Edith, ce délai est une éternité qu'elle n'a pas. Ses yeux se fermeront dans quelques heures, peut-être une journée. Ensuite, le processus industriel reprendra ses droits. Son matricule sera rayé. Des prisonniers jetteront son corps sur un tas de cadavres anonymes. Pas de nom, pas de sépulture. Un déchet organique dans la machine du Reich. Le monde entier connaît le journal d'Anne Frank, mais personne ne connaît le sacrifice de sa mère. Personne ne sait qu'Edith Frank s'est laissée mourir de faim, transférant ses propres rations à ses filles à travers un trou creusé dans la paroi du baraquement. Elle s'est éteinte à Auschwitz le 6 janvier 1945. À 45 ans de distance du baraquement de Birkenau, cette femme naît dans un manoir à la frontière hollandaise. 16 janvier 1900, Aix-la-Chapelle. Le froid de l'Empire allemand n'atteint pas le berceau d'Edith Hollaender. Elle ne vient pas de nulle part. Elle est l'héritière d'un empire de fer et d'acier. Son père, Abraham Hollaender, domine le secteur des équipements industriels. Vieux métaux, machines-outils, chaudières massives. La famille Hollaender ne vend pas de simples objets. Elle fournit les composants de base de l'économie allemande. Aix-la-Chapelle est un nœud industriel stratégique. Abraham y bâtit une fortune solide. Comment chute un citoyen? De l'élite de la nation au simple numéro d'inventaire. Edith grandit dans l'opulence. Elle est la benjamine d'une fratrie de 4 enfants. Ses frères, Julius et Walter, se préparent à reprendre les affaires. Sa sœur Bettina complète ce tableau de la haute bourgeoisie juive. Ils sont respectés, ils sont intégrés. Ils sont l'Allemagne. Le contraste est brutal. Le père dirige des usines de métal. La fille finira ses jours derrière des barbelés fabriqués dans ces mêmes usines. À cette époque, personne n'imagine l'effondrement. On parle culture, commerce et avenir. En 1925, lors d'une réception mondaine, Edith rencontre Otto Frank. Ce jour-là, le capital industriel d'Aix-la-Chapelle croise la finance de Francfort. Le mariage est scellé. Les Hollanders ne sont pas des marginaux. Ils sont le cœur battant de l'Allemagne. Langue allemande, culture allemande, patriotisme sincère. Pour les 500 000 juifs du Reich, l'identité est une évidence. Ils sont allemands d'abord. La religion? Une tradition, pas une cage. Ils fréquentent la synagogue, mais ignorent l'orthodoxie stricte. Le malheur frappe en 1914. Bettina, la sœur aînée, meurt à 16 ans. Une possible appendicite. Edith n'a que 14 ans. Elle découvre la fragilité de tout. Était-ce le premier signe de l'effondrement? Edith encaisse. Elle termine le lycée, intègre l'entreprise familiale. Elle gère le métal et les chiffres avec ses frères, Julius et Walter. Elle est cultivée, polyglotte, intégrée à l'élite industrielle d'Aix-la-Chapelle. En 1924, Edith rencontre Otto Frank lors d'une réception. Le contraste est parfait. Elle apporte la puissance industrielle de la frontière. Lui représente la finance de Francfort. Otto a 35 ans, il est banquier, lettré, calme. L'union est une fusion de 2 empires économiques. Le capital et la culture se rejoignent. Le mariage est célébré le 12 mai 1925. Le monde semble stable. Margot naît en 1926. Anne naît en 1929. Le 8 mai 1925, 2 empires s'unissent à Francfort. La fortune industrielle des Holländer rencontre la puissance bancaire des Frank. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est un contrat de fer. Otto Frank cherche la stabilité. Edith Hollaender apporte le capital. L'image est parfaite. Les albums photos de l'époque brillent sous le soleil des stations balnéaires. On y voit des matchs de tennis, des dîners mondains, des sourires figés sur papier glacé. Pour Edith, c'est le sommet. Margot naît le 16 février 1926.
3 ans plus tard, le 12 juin 1929, Anne la rejoint. Pourtant, la mécanique du couple grince. Otto est dévoué, mais son cœur appartient à une autre, une femme qu'il n'a jamais pu épouser faute de moyens. Edith n'est qu'un choix rationnel. Dans le secret de son journal, Anne Frank décortiquera plus tard cette froideur clinique. Elle notera qu'Edith aimait passionnément, mais qu'en face, le réservoir était vide. Ce déséquilibre devient un poison lent. Il transforme la mère en une femme amère, tendue, cherchant une chaleur que le foyer ne produit plus. À la fin des années 20, la famille Frank maintient l'illusion d'une vie idéale. Ils ignorent que le sol tremble déjà sous leurs pieds de bourgeois. Le calme précède l'effondrement. Quand le sang juif giclera du couteau, tout ira bien à nouveau. La chanson des sections d'assaut résonne contre les façades de Francfort. Les paroles sont une promesse de meurtre. En 1932, les chemises brunes saturent l'espace public. Des bottes qui frappent le pavé. Des brassards à croix gammée qui défilent sous les fenêtres des Hollanders. La menace n'est plus une rumeur lointaine. Elle est physique, sonore. Voyait-il la fin approcher? Les rues de Francfort donnent la réponse dès 1932. Edith et Otto écoutent les hurlements depuis leur salon bourgeois. Le climat social bascule. Le droit ne protège plus. Il traque. Otto analyse les risques. Partir signifie tout abandonner. Reconstruire une vie à l'étranger est un saut dans l'inconnu financier. Ils hésitent. Ils discutent. Le temps presse. Le 30 janvier 1933, le basculement devient institutionnel. Adolf Hitler est nommé chancelier. En quelques mois, l'appareil d'État se transforme en machine de ségrégation. Les lois discriminatoires tombent comme des couperets. Le boycott paralyse les commerces juifs. Les fonctionnaires perdent leur poste. Dans les cours d'école, les enfants sont humiliés devant leurs camarades. La pression devient irrespirable. Otto Frank arrête d'espérer une accalmie. Il organise leur fuite. La frontière franchie en 1933 transforme l'ancienne vie en cendres. Pour Edith, le passage aux Pays-Bas n'est pas une libération, c'est une dégradation. Hier, elle était la pierre angulaire d'une dynastie industrielle à Aix-la-Chapelle. Aujourd'hui, elle n'est qu'une réfugiée de plus parmi les milliers qui saturent Amsterdam. Otto installe sa société, OPK, spécialisée dans la pectine et les épices. En février 1934, Edith le rejoint avec Margot et Anne. Ils s'installent dans le quartier de Merwedeplein. C'est un décor de briques modernes, propre et calme. Mais pour Edith, le silence est étranger. Elle a tout laissé derrière elle, sa langue, son statut, ses repères. Le néerlandais devient un mur invisible. Edith ne parvient pas à briser la barrière des mots. Elle reste enfermée dans son allemand natal, langue de la culture et désormais langue de ses persécuteurs. Son cousin, Bernard Elias, le confirmera plus tard. Elle ne s'est jamais sentie chez elle. Elle cherche désespérément la chaleur de ses pairs parmi les autres exilés juifs allemands d'Amsterdam. C'est une survie sociale en vase clos. Pourtant, elle refuse de s'effondrer. Elle s'implique dans la communauté juive libérale de la ville. Elle fréquente la synagogue avec Margot. À la maison, elle impose une éducation moderne. Elle traite Anne et sa sœur comme des individus à part entière, des égales. Elle prépare ses filles à un monde de liberté. Edith ignore alors que cette éducation se heurtera bientôt au mur d'une cachette de quelques mètres carrés. 5 jours, c'est le temps qu'il a fallu pour transformer un refuge en souricière. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht franchit la frontière néerlandaise. Les blindés écrasent la neutralité d'Amsterdam. 5 jours plus tard, les Pays-Bas capitulent. Le piège géopolitique se referme sur la famille Frank. Pour Edith, l'illusion de sécurité vole en éclats. Elle n'est plus une résidente, mais une cible. Comment s'échapper quand le monde se verrouille? Otto et Edith se tournent vers l'ouest. Leurs espoirs reposent sur Julius et Walter, les frères d'Edith. Eux ont réussi à fuir l'Allemagne pour les États-Unis. Walter porte encore les traces des camps de concentration. Mais la bureaucratie américaine est un mur de papier infranchissable. Les dossiers s'accumulent. Les formulaires exigent des garanties impossibles. Sur les documents, les tampons « Denied » s'alignent avec une froideur administrative. Les quotas américains sont remplis pour des années. Une demande de visa devient une loterie, où personne ne gagne. La liberté est une question de tampons, et Edith n'en a aucun. Le cercle se rétrécit autour du foyer. En mars 1939, Rosa Hollander Stern, la mère d'Edith, rejoint l'appartement de Merwedeplein. Elle arrive de Aix-la-Chapelle, affaiblie et déracinée. Elle meurt en janvier 1942. En janvier 1942, la mort de Rosa Hollander brise le dernier lien d'Edith avec son passé. Sa mère s'éteint après une longue maladie.
c'est un deuil de plus. Après sa sœur Bettina, morte à 14 ans, le vide s'installe. Mais l'administration nazie n'accorde aucun répit aux vivants. Le piège bureaucratique se referme, les décrets s'enchaînent. Les enfants juifs sont expulsés des écoles publiques. Otto doit démissionner de sa propre entreprise. On confisque les avoirs, on impose le couvre-feu. Dans les rues d'Amsterdam, l'identité devient une cible. Les points de couture sont épais et grossiers. Sur chaque manteau, une étoile jaune est désormais obligatoire. Puis, le choc. 5 juillet 1942. Un courrier officiel arrive au nom de Margot Frank. C'est une convocation pour un camp de travail. Personne ne se fait d'illusions sur le sens de cet ordre. C'est l'antichambre de la déportation. L'espace de liberté s'évapore en une nuit. Le 6 juillet 1942, la famille franchit le seuil de l'annexe. Les 2 prochaines années se résument à quelques pièces cachées derrière une bibliothèque. 8 personnes se partagent 50 mètres carrés. La densité humaine devient une arme. Les Frank, les Van Pels et le dentiste Fritz Pfeffer vivent en apnée. Le silence est une règle. Le moindre bruit de pas peut devenir une condamnation à mort. Dans cette boîte de pression, les nerfs lâchent. Les disputes éclatent pour un rien. Un repas, une chaise, un mot de trop. Pour Edith, le danger extérieur s'efface devant le conflit intérieur. Sa propre fille, Anne, devient son juge le plus sévère. Anne écrit. Elle remplit son journal de mépris. Elle décrit Edith comme une femme sarcastique et froide. Le 7 novembre 1942, les mots tombent comme des couperets. « Elle n'est pas une mère pour moi ». Anne avoue même à son père qu'elle l'aime plus que sa mère. Otto tente de médiatiser. Il parle d'une phase, d'une crise d'adolescence. Edith, elle, ne se fait aucune illusion. Elle voit la haine dans les yeux de sa fille. Mibgis apporte les vivres. Elle observe les visages. Elle remarque la tristesse profonde d'Edith face au rejet. À l'extérieur, le Reich traque les Juifs. À l'intérieur, Edith subit le silence d'Anne. Le monde connaît chaque pensée de l'adolescente, mais la voix de la mère a disparu. Il n'existe aucune trace du point de vue d'Edith, aucun journal intime. La voix d'Edith Frank reste inaudible. L'histoire ne retient que les mots de sa fille, un récit à sens unique et brutal. Anne écrit. Edith se tait. Aucun journal, aucune lettre, aucun vestige de sa propre douleur ne subsiste. Pourtant, derrière le silence, l'étau se resserre. Edith vit un enfer invisible. Son mariage manque d'amour. Son mari reste dévoué, mais son cœur est ailleurs. 8 personnes s'entassent sur 50 mètres carrés. L'intimité disparaît. La peur de la dénonciation devient un bruit de fond permanent. Edith tente de maintenir une structure, une illusion de normalité. Sa fille cadette la méprise pour cela. Le poids émotionnel est total. Anne finit-elle par comprendre? En janvier 1944, le ton change. Elle admet sa cruauté. Elle écrit que le temps des jugements larmoyants est révolu. L'adolescente tente d'éprouver de l'empathie, mais le lien est brisé. La réconciliation totale n'aura jamais lieu. Le temps presse. Le 4 août 1944, à 10h30 précise, le destin frappe à la porte pivotante. La police allemande et les agents néerlandais envahissent l'annexe. Une trahison a tout détruit. L'identité du délateur reste un mystère encore aujourd'hui. Les 8 clandestins et 2 de leurs protecteurs sont jetés dans des camions. Après le siège de la Gestapo et 3 jours de cellule, le convoi s'ébranle vers le camp de transit de Westerbork. Les prisonniers découvrent la brutalité du système. Le camp de Westerbork gérait le départ de plus de 100 000 juifs vers les centres de mise à mort. À Westerbork, la survie devient une industrie. La famille Frank y entre par la porte des condamnés. Edith, Anne et Margot ne sont pas des prisonnières ordinaires. On les classe comme criminelles. Leur crime, s'être cachés. Le camp les jette dans les baraquements de punition. Le travail est une lente décomposition. Elles démantèlent de vieilles batteries pour le recyclage. L'air est saturé de plomb. Leurs mains saignent sous l'effet des produits chimiques. L'acide brûle la peau, mais le rythme ne faiblit pas. Comment Edith Frank supportait-elle cet enfer? Rosa de Winter, une codétenue, observe une femme murée dans le silence. Edith semble anesthésiée. Pourtant, sous cette léthargie, les murs invisibles entre la mère et ses filles s'effondrent. Les querelles mesquines de l'annexe secrète ne sont plus que des échos lointains. Dans ses lettres, Anne change de ton.
La révolte adolescente laisse place à une solidarité brute. Otto Frank le confirmera plus tard à son cousin. Au camp, Edith et ses filles étaient devenues inséparables. La souffrance réelle a tué les rancœurs. Elles ne sont plus des colocataires forcés, mais un bloc uni face à la mort. Pourtant, le répit est de courte durée. Le 3 septembre 1944, le dernier train pour l'Est entre en gare de Westerbork. Les Franks montent dans un wagon à bestiaux avec 1011 autres déportés. À l'approche de la fin, les rancœurs de l'annexe s'effacent. Edith et ses filles ne sont plus des rivales, mais des proies. Dans l'ombre des wagons, la mère tente encore de protéger les siennes. Le 3 septembre 1944, les Franks montent dans le dernier convoi quittant Westerbork pour Auschwitz. 1011 déportés s'entassent avec eux, 70 personnes par wagon à bestiaux. Pas de nourriture, pas d'eau, un seul tonneau pour les besoins de tous. Pourquoi Edith a-t-elle soudainement déchiré le haut rouge de ses vêtements de prisonnière? La témoin Leni de Jong van Naarden observe ce geste inexplicable. Le wagon est une étuve. Est-ce le désespoir, la chaleur ou un ultime acte de défi? Personne n'obtiendra de réponse. Le voyage dure 3 jours, 72 heures de ferraille et d'asphyxie. Le 5 septembre, tard dans la nuit, les portes s'ouvrent sur Auschwitz-Birkenau. Le contraste est brutal. L'obscurité du wagon explose sous des projecteurs aveuglants. Le silence de la peur disparaît sous les aboiements des chiens et les hurlements des SS. « Schnell, raus !» L'air est saturé d'une odeur de chair brûlée que les nouveaux arrivants ne comprennent pas encore. C'est l'heure de la sélection. Sur la rampe, les médecins de la mort séparent ceux qui vont travailler de ceux qui vont mourir. Les hommes partent d'un côté, les femmes de l'autre. Dans le chaos, Otto Frank voit sa famille pour la dernière fois avant d'être poussé vers les baraquements de Monowitz. Edith, Anne et Margot restent ensemble sur la plateforme, seules. Elles font partie des 258 personnes jugées aptes au travail forcé. Les 549 autres passagers du convoi sont conduits directement vers les chambres à gaz. À la descente du train, le triage commence immédiatement. Les officiers SS scindent la foule. Un geste de la main décide de tout. Les vieillards, les malades et les enfants de moins de 14 ans partent à gauche. C'est le chemin des chambres à gaz. La mort est immédiate. Otto est arraché aux siens. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Il ne reverra jamais son épouse ni ses filles. Edith, Anne et Margot franchissent la sélection. Elles entrent dans la machine bureaucratique d'Auschwitz-Birkenau. Comment briser un être humain en quelques minutes? On les déshabille, on les rase. L'identité disparaît sous les lames des tondeuses. On remplace leur nom par de l'encre sous la peau. Edith devient le numéro A, 25 246. Anne est la A, 25 063. Margot suit avec la A, 25 064. Elles enfilent des uniformes rayés, informes et sales. La transformation est totale. Elles ne sont plus des citoyennes néerlandaises, mais des matricules interchangeables. On les affecte au bloc 29, dans la section B2B de Birkenau. Dans la promiscuité des chalits, elles retrouvent un visage connu. Rosa de Winter-Levy occupe le même baraquement. Elle avait déjà croisé Edith au camp de Westerbork quelques semaines plus tôt. Ici, les survivantes s'entassent à plus de 1000 par baraquement de bois. Edith Frank, Anne et Margot dorment désormais sur une planche de bois étroite. À Birkenau, la survie dépendait de l'entraide. Dans le baraquement 29, Edith Frank retrouve Bluma Eversemden. Elles s'étaient croisées à Westerbork. Leur point commun? 2 mères. Une même terreur pour leurs enfants. Est-ce que les tensions du passé comptaient encore? Pas ici. Les témoins sont formels. Edith, Anne et Margot ne se quittaient plus. Les murs de l'annexe et les crises d'adolescence avaient disparu. Restait l'essentiel, l'instinct. Elles partageaient chaque miette de pain noir, chaque cuillère de soupe claire. Les 3 femmes formaient un bloc unique contre la déshumanisation. Puis, la maladie frappe, la gale. Des acariens s'installent sous la peau. Les démangeaisons deviennent une torture. Dans l'hygiène inexistante d'Auschwitz, l'infection galope. Les autorités du camp ne soignent pas. Elles isolent. Anne et Margot sont arrachées à leur mère. On les transfère au Kratzeblock. C'est le bloc des galeux. Des barbelés séparent désormais Edith de ses filles. Edith Frank se retrouve seule derrière les planches de bois du baraquement 29. Les barbelés ne sont pas le seul obstacle. Une infection sépare désormais la mère de ses enfants. Anne et Margot contractent la gale.
Les gardes les jettent au bloc des Galeux. C'est une zone de quarantaine, un no man's land sanitaire au cœur de l'enfer. Le contact devient impossible. Edith Frank se retrouve seule derrière les planches du baraquement 29. Elle ne peut plus les toucher, elle ne peut plus leur parler. Comment sauver ses filles sans franchir la ligne rouge? Edith observe les parois de bois et de plâtre. Avec 2 autres prisonnières, dont Lena de Jong Van Ardent, elle passe à l'action. Elles n'ont pas d'outils. Elles creusent le mur à main nue. Les ongles s'arrachent, les doigts saignent, mais le trou finit par apparaître. Chaque jour, une main glisse de la nourriture par cette ouverture clandestine. Edith tend sa soupe à l'eau. Elle donne sa croûte de pain. Des rations dérisoires, insuffisantes pour un seul être humain. Elle ne garde rien pour elle, presque rien. Edith Frank commence à mourir par choix. Ce n'est ni une maladie, ni une exécution. C'est un sacrifice maternel méthodique. Elle croit fermement que sa survie n'a plus d'importance. Seule celle de ses filles compte. Le 30 octobre 1944, la machine bureaucratique se remet en marche. Une nouvelle sélection commence. Les SS trient 8000 femmes. Anne et Margot font partie du lot. Le convoi part pour Bergen-Belsen. À Birkenau, la sélection déchire les familles sans un bruit. Anne et Margot montent dans le convoi pour Bergen-Belsen. Edith reste sur le quai. Elle regarde ses filles s'éloigner vers le nord de l'Allemagne. Anne a 15 ans, Margot en a 18. Le triage se déroule dans un froid polaire. Les SS forcent les femmes à rester nues pendant des heures sous des projecteurs violents. Des médecins examinent chaque corps, chaque muscle, chaque signe de faiblesse. Rosa de Winter observe la scène. Elle voit Anne donner un coup de coude à sa sœur pour qu'elle se tienne droite. Un instant sous la lumière et elles disparaissent dans la masse. Edith hurle. Rosa de Winter notera plus tard ces mots. « Les enfants, mon Dieu, les enfants ». Est-ce que cette séparation était définitive? Oui. À Auschwitz, l'absence signifie presque toujours la mort. 1000 femmes attendent dans des baraquements verrouillés. Le 31 novembre 1944, le train s'ébranle. Edith regarde les wagons partir. Elle ne sait pas où elles vont. Elle ne sait pas si elle les reverra. Rosa de Winter a aussi perdu sa fille, envoyée dans un camp de travail. Les 2 mères se serrent l'une contre l'autre. Elles partagent un silence de plomb. Edith est ensuite transférée vers le secteur B1A de Birkenau. C'est la zone de l'infirmerie. Le secteur A-Lager sert de salle d'attente pour la chambre à gaz. L'air y est saturé de peur. Edith s'affaiblit. Elle n'est plus une mère, elle est une cible. Le processus bureaucratique de l'extermination reprend son cours. Les médecins SS reviennent pour de nouvelles sélections. Les sélections des médecins SS se succédaient. Edith Frank ne passait plus les contrôles. À chaque fois, son matricule finissait sur la liste des chambres à gaz. Elle s'échappa pourtant. La responsable du bloc, la Block Älteste, l'aidait à se volatiliser. Edith se cachait dans les recoins des baraquements. Elle échangeait sa place avec d'autres condamnés. Elle restait en vie, mais son esprit avait déjà lâché prise. Sans Anne et Margot, la survie n'avait plus de sens. Edith cessa de s'alimenter. Elle ne touchait plus à ses maigres rations de pain noir. Rosa de Winter l'observait avec effroi. Le corps d'Edith s'autodévorait. Les muscles fondaient, les réserves de graisse disparaissaient, ses organes s'épuisaient. Était-ce une forme de démence ou un ultime acte maternel? Les témoins affirmèrent plus tard qu'Edith accumulait des restes de nourriture. Elle cachait des croûtes de pain dans l'espoir fou de les faire parvenir à ses filles. Mais Anne et Margot étaient à Bergen-Belsen. Elles se trouvaient à plus de 700 km de là. Edith refusait de l'accepter. Elle ne pouvait pas déglutir alors qu'elle imaginait ses enfants mourir de faim. En novembre 1944, la maladie l'emporta. Une forte fièvre, probablement la dysenterie. Elle fut transférée au Revier, l'infirmerie d'Auschwitz. Ce n'était pas un lieu de soins, c'était une antichambre pour la mort. Il n'y avait ni médicaments, ni médecins, seulement des châssis en bois où l'on attendait la fin. Rosa de Winter tomba malade à son tour. On l'envoya au bloc des diarrhées. Un matin de janvier 1945, de nouvelles patientes arrivèrent. Rosa leva les yeux. Elle vit une silhouette familière s'avancer depuis un autre service. C'était Edith. Rosa écrivit plus tard. Ce n'était plus qu'un fantôme. Le 6 janvier 1945, Edith Frank mourut d'épuisement total.